Un cri désespéré déchira le silence du manoir. Clara Nunes se figea dans le couloir, le chiffon de nettoyage encore à la main. C'était un cri de bébé aigu, perçant, incessant. Elle lâcha le chiffon et courut vers le son. Il venait de la dernière chambre au bout du corridor. La porte était entr'ouverte. Clara la poussa et entra. La scène lui coupa le souffle. Un bébé était allongé seul dans le berceau. Pas plus de 6 mois. Le visage rouge d'avoir trop pleuré, en sueur, son petit corps se tordant de détresse, la couche visiblement trempée. Un biberon vide traînait au sol. Aucune nounou. Aucun adulte. Juste un bébé abandonné. Mon Dieu, murmura Clara. Elle se précipita vers le berceau et le prit dans ses bras. Chut, mon ange, chut. Ça va maintenant, je suis là. Le bébé continuait de pleurer, mais quelque chose dans le son changea moins désespéré, comme s'il sentait que quelqu'un était enfin venu. Clara lui changea la couche rapidement, elle avait déjà fait ça 1000 fois pour ses jeunes frères et sœurs. Puis elle prépara un biberon frais dans la petite kitchenette de la nurserie, testa le lait sur son poignet, s'assit dans le fauteuil et le lui offrit. Le bébé agrippa le biberon comme s'il l'attendait depuis des heures. Il se mit à téter avec une avidité féroce, ses grands yeux bleus rivés sur elle. Voilà. Tu avais juste faim, n'est-ce pas? Où est la femme censée s'occuper de toi? Murmura-t-elle. Clara commença à fredonner une simple berceuse que sa mère lui chantait autrefois. Le bébé se détendit lentement. Ses paupières battirent, puis s'affaissèrent. En quelques minutes, il dormait, lourd et paisible dans ses bras. Elle regarda son petit visage sans défense. Comment quelqu'un peut-il laisser un bébé comme ça, pensa-t-elle. La porte s'ouvrit. Clara releva brusquement la tête. Un homme grand se tenait là, costume impeccable, cheveux foncés, yeux bruns fixés sur elle. Daniel Moretti. Son patron. Qu'est-ce que vous faites ici? Sa voix était basse et maîtrisée, presque froide. Clara se leva d'un bond, manquant de faire tomber le biberon. Je suis désolée, monsieur. Je l'ai entendu pleurer, beaucoup. La nounou n'était pas là. Je suis simplement venu vérifier. Daniel entra dans la pièce, regardant son fils endormi dans les bras de Clara, puis le berceau vide, la couche sale dans la poubelle, le biberon dans sa main. Il expira lentement. Quelque chose dans sa poitrine se dénoua. Pour la première fois depuis des jours, le petit Léo était calme. « Où est Paula ?» demanda-t-il. « Je ne l'ai pas vue depuis que je suis arrivé. »« Je ne l'ai pas vue non plus, monsieur, » répondit Clara. La mâchoire de Daniel se contracta. Il payait une fortune pour cette nounou, et elle avait disparu quand son fils avait le plus besoin d'elle. « Vous pouvez le poser dans le berceau, » dit-il. Clara obéit avec soin, allongea Léo, remit la couverture sur lui, puis prit ses affaires de nettoyage, prête à partir. « Je suis désolé. Je ne voulais pas m'en mêler. Il était juste. »« Ce n'est rien, » coupa Daniel. Son regard s'adoucit pour la première fois. Il la regarda vraiment, la femme de ménage qu'il remarquait à peine, maintenant celle qui avait fait ce que ni lui ni la nounou n'avaient réussi. « Merci, » dit-il doucement. Clara cligna des yeux, surprise. Elle hocha la tête et sortit rapidement, le cœur battant. Allait-il la renvoyer pour être entrée là où elle n'avait pas sa place? Daniel resta seul avec Léo, penché au-dessus du berceau. Le bébé dormait paisiblement, détendu. Cela faisait 6 mois que Sophia était morte en lui donnant naissance. 6 mois où Daniel pouvait à peine regarder son propre enfant sans sentir sa poitrine se déchirer. Comment était-il censé aimer le bébé qui lui avait coûté la femme qu'il aimait? Mais maintenant, en regardant Léo dormir, il ressentit autre chose, une colère sourde contre Paula. Quelques minutes plus tard, il la trouva dehors, près de la piscine, riant au téléphone. Mon fils était seul, en train de pleurer, affamé, dans une couche sale. Et vous étiez ici? S'emporta-t-il. Paula balbutia des excuses. Je suis juste sortie une minute. Il dormait. Menteuse. La femme de ménage a dû s'occuper de lui. Vous êtes virée. Prenez vos affaires. Maintenant. Lorsqu'elle partit en larmes, Daniel bouillonnait encore, mais il ne pouvait oublier l'image de Clara berçant Léo comme s'il était la chose la plus précieuse au monde. Les jours suivants, à chaque fois que Léo pleurait et que Daniel ne savait pas quoi faire, Clara semblait apparaître. Un matin, il essaya de faire rôter Léo, le tenant trop loin de son corps. Le bébé se tortillait et pleurait, inconsolable. « Désolé d'interrompre, monsieur, » dit Clara depuis l'embrasure de la porte, un seau à la main. « Il ne s'arrêtera pas de pleurer. Je peux aider ?» Daniel voulait dire qu'il pouvait gérer. Son orgueil lui hurlait de le dire. Mais les pleurs de Léo étaient plus forts. « S'il vous plaît, admit-il. » Clara s'avança,
prenant Léo doucement. Vous le tenez trop loin? Les bébés ont besoin de sentir la chaleur, expliqua-t-elle. Elle plaça Léo contre son épaule, soutint sa petite tête, et tapota lentement son dos en mouvement circulaire. En moins d'une minute, Léo rôta et cessa de pleurer. Daniel la fixa, stupéfait. Comment savez-vous tout ça? J'ai élevé mes 2 petits frères, répondit simplement Clara. Ma mère est morte quand j'avais 14 ans. Diego était bébé, Anna avait 3 ans. J'ai appris à la dure. Elle rendit Léo. Le bébé, maintenant calme, regarda Daniel avec de grands yeux curieux. Vous avez juste besoin de plus de confiance, ajouta Clara. Les bébés sentent quand on est nerveux. Pour la première fois depuis la mort de Sofia, Daniel ressentit une étrange chaleur, du respect, de l'admiration pour quelqu'un qui avait porté des fardeaux bien plus lourds que les siens et qui trouvait encore la patience de s'occuper de son fils. Clara cumulait 3 emplois de ménage, payait le loyer, l'école de ses frères et sœurs, et rêvait encore d'économiser assez pour étudier les soins infirmiers un jour. Une vie de sacrifice et pourtant, une douceur infinie chaque fois qu'elle tenait Léo. Daniel savait qu'il avait besoin d'aide, alors quand son ex-fiancée, Vanessa Costa, apparut à sa porte, il était trop fatigué pour se battre. Il ne l'avait pas vue depuis 2 ans, depuis qu'elle l'avait quitté lorsqu'il lui avait dit vouloir des enfants. Vanessa n'en voulait pas, les enfants ruinaient les corps, les carrières, la liberté. Elle était partie. Plus tard, Sofia, une douce surprise issue d'une nuit unique, était arrivée déjà enceinte. L'amour avait grandi rapidement, Daniel avait demandé Sofia en mariage. Ils avaient été heureux, jusqu'à ce que l'accouchement l'emporte. Maintenant, Vanessa apparaissait, impeccable comme toujours, cheveux blonds parfaits, vêtements de créateur, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « J'ai entendu dire que tu avais renvoyé la nounou, dit-elle. Je suis venu aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, marmonna Daniel. Je connais une nounou incroyable, insista-t-elle. Myriam. Elle a travaillé pour une famille de diplomates. Extrêmement professionnelle. Il hésita. Les candidates de l'agence jusqu'ici semblaient froides, mécaniques, inadaptées. Les motivations de Vanessa étaient suspectes, mais Léo avait besoin de quelqu'un. Il était désespéré. D'accord, dit-il. Fais-la venir demain. Myriam arriva comme promis, environ 40 ans, cheveux sombres en chignon serré, vêtements sombres, posture rigide, visage neutre. Ses réponses à l'entretien étaient parfaites. Ses références encore meilleures. Mais quelque chose en elle semblait artificiel. Daniel l'embaucha malgré cela. Clara observa en silence, le ventre noué. Myriam faisait tout correctement, changeait les couches à l'heure, nourrissait Léo, le couchait, mais sans aucune chaleur. Chaque geste ressemblait à une procédure, non à un soin. Léo pleurait davantage, souriait moins. Vanessa commença à venir souvent, toujours pour vérifier comment Myriam s'en sortait, toujours en observant Daniel avec des yeux affamés, comme si elle voulait récupérer quelque chose. Un après-midi, alors que Clara nettoyait le salon, elle entendit des voix sur la terrasse, Vanessa et Myriam. Leur ton était bas, mais la fenêtre était légèrement ouverte. Clara s'approcha, faisant semblant de dépoussiérer une étagère près de la fenêtre, les oreilles tendues. « Demain à 3 heures, murmura Vanessa. Tu sais ce que tu as à faire. Et si quelqu'un me voit, murmura Myriam. Personne ne te verra. Passe par la porte arrière. La femme de ménage ne vient que le matin. La sécurité ne vérifie jamais quand le personnel sort avec une poussette. Et l'argent? 50 000, répondit Vanessa. La moitié maintenant, la moitié une fois que ce sera fait. Les mains de Clara devinrent froides. Le chiffon glissa de ses doigts. Et ensuite, demanda Myriam. Ensuite tu gardes le bébé 3 jours dans un endroit sûr. Après ça, je découvre où il est. J'arrive avec la police, je le ramène, et je deviens la héroïne. Daniel sera reconnaissant. Vulnérable. Je le récupérerai. Silence, puis le son d'une enveloppe froissée. 10 000 maintenant, 40 plus tard, dit Vanessa. Demain à 3 heures. Pas d'erreur, Myriam. Clara se recroquevilla derrière l'étagère, le cœur battant à tout rompre, les mains tremblantes. Un kidnapping. Elles allaient kidnapper Léo. Elle pensa appeler Daniel mais il était en déplacement professionnel. Elle pensa appeler la police, mais qui croirait une pauvre femme de ménage plutôt qu'une riche femme d'affaires et une nounou parfaite? Si elle découvrait qu'elle les avait dénoncés, elle changerait le plan. Elle perdrait toute chance. Il n'y avait qu'une option, les arrêter elle-même. Le lendemain, Clara arriva au manoir à 7 heures, des heures plus tôt que d'habitude. La sécurité leva un sourcil. Vous êtes en avance aujourd'hui?
J'ai un rendez-vous plus tard, mentit-elle. Je dois finir plus tôt. À l'intérieur, elle nettoya mécaniquement, l'esprit en ébullition, les yeux sur les horloges. À midi, Daniel rentra de son voyage, épuisé et pressé par une réunion. Il embrassa Léo, fit confiance à Myriam et repartit. Vanessa n'apparut pas mais Clara savait qu'elle était derrière tout ça. 2h30. Clara resta au rez-de-chaussée près du couloir de service, faisant semblant d'organiser les fournitures, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. 3h. Myriam apparut, descendant les escaliers avec un grand sac sur l'épaule et Léo dormant dans la poussette. Elle se dirigea droit vers la porte arrière. Clara se plaça devant elle, bras croisés, bloquant le passage. Le visage de Myriam changea l'espace d'une seconde, son masque glissant. « Bouge » ordonna-t-elle, la voix soudain froide et dangereuse. « Où pensez-vous aller avec lui » demanda Clara. « Me promener. Les bébés ont besoin d'air frais. »« Par la porte arrière ? Avec ce sac ? Vous allez l'emmener. » Myriam lâcha la poussette et fouilla dans son sac. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Bouge. »« Non. » Myriam sortit un couteau. La lame scintilla sous la lumière fluorescente. « Dernière chance » siffla-t-elle. Le cœur de Clara explosa presque, mais elle ne bougea pas. Elle avait grandi dans un quartier difficile. Elle savait se défendre. Et elle ne laisserait personne blesser ce bébé. Myriam se jeta sur elle. Clara attrapa un balai appuyé contre le mur. Lorsque le couteau fendit l'air, elle esquiva et frappa le bras de Myriam de toutes ses forces. Le couteau tomba au sol. « Sécurité ! À l'aide !» hurla Clara. Myriam se précipita vers la poussette. Clara se jeta entre elles, et elles s'écrasèrent toutes les deux au sol. Myriam était plus forte. Elle attrapa Clara par la gorge, serrant fort. La vision de Clara s'assombrit, des taches noires dansant devant ses yeux, mais elle donna des coups de pied, griffa, se débattit jusqu'à se libérer. Elle se releva en titubant. Myriam revint. Clara balança le manche du balai comme une batte, la frappant violemment à la tempe. Myriam s'effondra, étourdie. Clara attrapa Léo dans la poussette. Il se réveilla en criant. Elle recula contre le mur, le protégeant de son corps. Myriam se releva lentement, du sang coulant le long de sa tempe, les yeux emplis de purène. « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire » grogna-t-elle en avançant d'un pas. La porte arrière claqua. Daniel se tenait là avec 2 gardes de sécurité. Il comprit la scène en un instant, Myriam blessée, couteau au sol, poussette renversée, Clara contre le mur serrant Léo, tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ici » cria-t-il. Les gardes plaquèrent Myriam au sol avant qu'elle ne puisse bouger. Clara regarda Daniel, les larmes coulant, la voix brisée. Elle allait l'enlever. « J'ai tout entendu hier. Elle et Vanessa. Elles ont tout planifié. » Elle raconta vite la conversation sur la terrasse, l'argent, le plan pour que Vanessa fasse la héroïne. Le visage de Daniel devint de plus en plus pâle, de plus en plus dur à chaque détail. Il se tourna vers Myriam. « C'est vrai ?» Elle cracha au sol. « Vous ne pouvez rien prouver. »« La police pourra, » répondit Daniel, composant déjà le numéro. Pendant qu'il appelait, ses yeux revenaient sans cesse vers Clara, toujours en train de serrer son fils comme un bouclier, toujours debout entre Léo et le danger. Pour la première fois, il ne voyait pas une employée. Il voyait la femme qui venait de risquer sa vie pour son enfant. « Vous avez sauvé mon fils » dit-il d'une voix rauque. « Je ne pouvais pas les laisser l'emmener » répondit-elle. Myriam échangea vite son silence contre une réduction de peine, remettant message, virement, tout ce qui liait Vanessa au plan d'enlèvement. La police arrêta Vanessa dans son appartement de luxe. Devant les officiers, elle hurla que Daniel s'en souciait seulement parce qu'il était amoureux de cette bonne, puis menaça en criant de détruire la vie de cette moins que rien. Un juge lui accorda une liberté sous caution, avec un bracelet électronique et une ordonnance restrictive. Elle ne pouvait approcher ni Daniel, ni Clara, ni Léo, mais elle avait encore de l'argent, de l'orgueil, et de la rage. Si elle ne pouvait pas les atteindre physiquement, elle les attaquerait autrement. Bientôt, Internet devint une zone de guerre. De faux comptes commencèrent à publier des photos de Clara quittant le manoir, avec des légendes comme « La femme de ménage séduit le patron millionnaire en deuil ». Une chercheuse d'or en action. Des images retouchées la montraient avec des sacs de luxe qu'elle n'avait jamais possédés. Des conversations fabriquées la faisaient passer pour une manipulatrice se vantant d'avoir accroché le riche veuf. Les publications se propagèrent vite. Les commentaires explosèrent, honteuses. Classique profiteuse. Les femmes comme elles n'ont aucune morale.
Clara se réveilla avec des centaines de notifications. Son estomac se noua en faisant défiler les mensonges. Dans la rue, des femmes la pointaient du doigt. À l'arrêt de bus, une inconnue lui dit qu'elle devrait avoir honte. Tout est faux, protesta-t-elle. C'est ce qu'elles disent toutes, ricana la femme. Ses deux autres employeurs lui envoyèrent bientôt des messages polis mais fermes lui demandant d'éviter les problèmes avec leur mari. Son revenu disparut du jour au lendemain. À l'école, Diego rentra avec un œil au beurre noir. Un gars t'a traité de chercheuse d'or. Je l'ai frappé. Il m'a frappé aussi. Anna pleura parce que des camarades se moquèrent d'elle, disant qu'il serait bientôt riche grâce à sa sœur, qui allait épouser le patron. Clara voulait hurler. Disparaître. À la place, elle reçut un message encore pire, une photo de ses frères et sœurs sortant de l'école. C'est ta dernière chance. Éloigne-toi de lui ou tes frères paieront, disait l'expéditeur. Le sang de Clara se glaça. Elle appela Daniel en sanglotant, la voix brisée. Ils m'ont envoyé une photo de Diego et Anna. Ils les surveillent. Daniel vit la capture d'écran, et quelque chose en lui se fractura. Ça suffit, dit-il. Tu vas venir vivre ici. Toi et tes frères. Maintenant. Je ne peux pas, protesta-t-elle. Je ne veux pas causer de problème. Je ne demande pas, dit-il. Je t'en informe. Je ne prendrai pas le risque de perdre ta vie ou la leur. Elle savait qu'il avait raison. La peur pour Diego et Anna dépassait sa fierté. Une demi-heure plus tard, une voiture et un garde muni d'instructions les récupérèrent. Avec seulement l'essentiel dans des sacs à dos, ils emménagèrent dans l'aile des invités du manoir. La vie changea. Diego et Anna allaient à l'école avec un chauffeur. Clara s'occupait de Léo pendant la journée, Daniel commença à travailler de la maison plus souvent. Le soir, ils dînaient tous ensemble. Ils ressemblaient, sonnaient et vivaient comme une famille même si aucun d'eux n'osait encore le dire. Daniel engagea un détective privé, Almeida, un ex-agent fédéral réputé pour résoudre des cas impossibles. Il fallut des semaines de traçage numérique, mais Almeida finit par remonter une chaîne de VPN, de serveurs et de paiement vers une société offshore menant directement à Vanessa. Il trouva Bruno, le hacker, qui se retourna contre elle lorsqu'elle ne lui paya pas la somme complète. Un autre voyou confessa être entré chez Clara pour laisser des menaces, ayant secrètement enregistré les instructions de Vanessa comme assurance. Almeida compila un dossier accablant, messages, virements, notes vocales, témoignages. Le procureur demanda la révocation de la caution de Vanessa et ajouta de nouvelles accusations, diffamation aggravée, menaces, intrusion. Elle fut arrêtée de nouveau, cette fois sans droit à caution. L'affaire explosa dans les médias, femme d'affaires accusée de tentative d'enlèvement du bébé de son ex-fiancé et de destruction de la vie d'une innocente. Le procès dura 4 jours intenses. Myriam témoigna sur le plan d'enlèvement. Bruno montra les conversations où Vanessa ordonnait les faux profils, les photos retouchées, et la campagne de diffamation. Le cambrioleur décrivit la nuit où il avait terrorisé le foyer de Clara. Clara raconta comment sa vie avait été déchirée, emploi perdu, frères agressés, inconnus lui crachant des insultes dans la rue, simplement parce qu'elle avait sauvé un bébé. Je n'ai rien fait de mal, dit-elle, la voix ferme. J'ai juste ramassé un enfant qui pleurait. Daniel témoigna de la perte de Sofia, de sa culpabilité, et du fait que Clara avait non seulement sauvé Léo, mais lui avait appris à redevenir père. Oui, répondit-il lorsqu'on lui demanda s'il aimait Clara. Mais elle n'a jamais profité de moi. Elle a tout risqué pour mon fils alors que nous n'étions rien l'un pour l'autre. Vanessa explosa plusieurs fois, criant que Clara lui avait volé Daniel, qu'elle avait agi par amour. Le juge la rappela à l'ordre à répétition. Le jury n'eut pas besoin de beaucoup de temps. Ils déclarèrent Vanessa coupable sur tous les chefs d'accusation, tentative d'enlèvement aggravée, conspiration, diffamation aggravée, menace et intrusion. Le juge la condamna à 22 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé le tiers de sa peine. Plus tard, quand des preuves montrèrent qu'elle avait engagé un tueur à gages par l'intermédiaire de son avocat corrompu pour effrayer Clara qui tenta ensuite de tirer sur la famille de Daniel dans un parc, la peine fut encore alourdie. Ce jour-là, dans le parc, Daniel s'était jeté instinctivement au sol, couvrant Clara et Léo de son corps tandis qu'un garde maîtrisait le tireur avant le deuxième coup de feu. Personne ne fut blessé, mais les nuits de Clara se remplirent de cris et de sueur. Daniel engagea un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Semaine après semaine, Clara apprit à respirer à travers la panique, à se tenir de nouveau dans l'endroit où le coup de feu avait retenti, à se répéter « Je ne laisserai pas la peur gagner ». À travers tout cela, Daniel ne la quitta jamais.
Un soir dans le jardin, sous un ciel rempli d'étoiles, elle murmura, « Je sais ce que tu ressens. Je le vois dans tes yeux. Je le ressens aussi. Mais j'ai peur. » « De ce que les gens vont dire ?» demanda-t-il. « Qu'on dira que tu m'as piégé? Que Léo grandira en entendant des mensonges ?» Elle hocha la tête. « Qu'il parle, dit-il. Léo connaîtra la vérité, que tu l'as sauvé. Que tu m'as sauvé. » Il prit sa main. « Clara, je suis tombé amoureux de toi. Je pense à toi le matin en me levant. La maison n'a de vie que lorsque tu y es. Léo sourit davantage quand tu es là. Je ne sais plus vivre sans toi. » Des larmes brillèrent dans ses yeux. « J'ai peur, répéta-t-elle. Moi aussi, avoua-t-il. Alors soyons effrayés ensemble. » Elle prit une profonde inspiration, le cœur battant. « D'accord, murmura-t-elle. Je resterai. On essaiera. Mais doucement. » Il sourit, le premier sourire complet, lumineux, qu'elle voyait de lui. Quelques mois plus tard, dans un parc baigné de lumière en fin d'après-midi, Daniel s'agenouilla avec Léo dans les bras, sortant une petite boîte de sa poche. « Je sais que c'est rapide, dit-il, et que les gens parleront. Mais je ne veux plus attendre. Clara Nunes, tu as sauvé mon fils. Tu as fait de ma maison un foyer. Je ne peux pas imaginer un jour sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Elle n'eut pas besoin de réfléchir. Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle riait et pleurait. « Oui. Je le veux. » Léo applaudit entre eux, riant alors que Daniel glissait la bague à son doigt. Malgré la dernière tentative du tueur à gages et un autre procès qui scella le sort de Vanessa et envoya aussi son avocat en prison, Clara et Daniel avancèrent. La thérapie apaisa lentement les cauchemars de Clara. La sécurité devint plus discrète. La vie trouva un nouveau rythme. Leur mariage fut simple, dans la petite chapelle où Clara avait grandi. Sa robe était modeste mais elle rayonnait. Diego la conduisit jusqu'à l'autel, Anna lança des pétales. Daniel attendait, Léo en petit costume, souriant. « Dans tes yeux, dit Daniel dans ses vœux, j'ai trouvé une nouvelle façon d'aimer. Tu as sauvé mon fils et tu m'as sauvé. Je promets de passer ma vie à essayer de te mériter. » Quand j'ai entendu Léo pleurer ce premier jour, répondit Clara, la voix tremblante, je n'aurais jamais imaginé que tout changerait. Tu m'as donné un foyer, une famille, et m'as montré que je mérite l'amour. Je promets de prendre soin de toi et de Léo pour le reste de ma vie. Ils s'embrassèrent, et Léo applaudit encore, coincé entre ses parents. Des années plus tard, Clara portait un badge d'infirmière dans un hôpital public, réalisant enfin le rêve qu'elle avait enterré à 14 ans. Diego étudiait l'ingénierie, travaillant à temps partiel pour garder son indépendance malgré les offres de Daniel. Anna poursuivait l'art, lumineuse et intrépide. Léo grandissait en un garçon vif aux questions infinies. Leur deuxième enfant, la petite Sofia nommée en hommage à la première épouse de Daniel, qui avait donné sa vie pour Léo, apportait encore plus de lumière à la maison. Le dimanche soir, la maison Moretti débordait de bruit. Casseroles qui s'entrechoquaient dans la cuisine, frères et sœurs qui se disputaient le dessert, enfants qui couraient, riaient, dessinaient sur des murs qu'ils nettoieraient plus tard ensemble. Une famille imparfaite, bruyante, vraie. Loin de là, dans une cellule grise, Vanessa comptait les années sur le béton fissuré, regardant sur un téléphone de contrebande des clips d'actualité montrant Daniel et Clara tenant leurs enfants, souriant. Chaque choix qu'elle avait fait l'avait conduite à la solitude et au silence, tandis que la femme qu'elle avait tenté de détruire vivait tout ce que Vanessa n'avait jamais vraiment compris. L'amour, le pardon, la paix. 2 femmes. 2 chemins. 2 destins. Avez-vous aimé cette histoire? Pensez-vous que Vanessa a eu ce qu'elle méritait? Croyez-vous que Clara et Daniel ont construit une belle famille? Dites-moi tout dans les commentaires. À la prochaine histoire.